Elle s'appelait Thérèse Adam, 45 ans, représentante en cosmétique. Elle vivait seule dans un petit pavillon de Nogent-sur-Oise. Et quelques jours avant sa mort, elle s'était rendue au commissariat de police, terrifiée. Elle avait regardé les policiers dans les yeux et elle leur avait dit « Vous avez devant vous une future morte ». Elle se savait surveillée, épiée. Elle avait supplié qu'on la protège. On lui avait conseillé de prendre un chien. Le 23 janvier 1969, Thérèse Adam fut retrouvée morte près de la voie ferrée, une balle dans la tête. Son corps avait été traîné, déshabillé. Elle avait raison, et personne ne l'avait écoutée. Voici l'histoire du tueur de l'ombre, l'un des serial killers français les plus dévastateurs du XXe siècle. Un homme qui a terrorisé une région entière pendant 7 ans. Un homme que personne ne soupçonnait. Et pour cause, selon ceux qui le connaissaient, c'était le meilleur des voisins, le meilleur des pères, le meilleur des maris. Nous sommes en 1969, Nogent-sur-Oise. Une ville ouvrière tranquille du nord de la France, coincée entre les usines et les voies ferrées. Ici, tout le monde se connaît. On travaille à l'usine, on rentre chez soi le soir, on salue les voisins. Les enfants jouent dehors jusqu'à la nuit tombée. Personne ne ferme sa porte à clé. C'est une ville ordinaire, une ville sans histoire, une ville où il ne se passe jamais rien. Jusqu'à ce soir de janvier 1969. L'homme est né le 10 août 1941 à Liancourt, dans l'Oise. Fils aîné d'un conducteur de locomotive à vapeur et d'une mère ouvrière dans le textile. Un parcours banal, sans éclat, sans relief. Il quitte l'école très jeune, rate son certificat d'études primaires. À 14 ans, il entre comme chauffeur de rivet à la clouterie Rivière de Creil. Un gamin qui travaille à l'usine pour aider sa famille. Rien d'extraordinaire. À 19 ans, il s'engage dans l'armée. Il sert en Algérie comme brancardier. Il rentre en France avec la croix de la valeur militaire. Il essaie de devenir gendarme. Il échoue. Il retourne à l'usine. Il se marie. Il a 2 enfants. Il va à la messe le dimanche. Il entretient les tombes de sa famille au cimetière. Ses collègues le surnomment « le grand ». Ses voisins disent qu'il est serviable, tranquille, bon bricoleur. Il est, selon tous ceux qui le connaissent, un homme parfaitement irréprochable. Mais dans l'ombre, quelque chose couve depuis des années. En 1968, sa mère meurt d'un cancer du sein. Il l'a veillée jusqu'au bout, dans ses bras. Cette mort le brise. Quelques mois plus tard, il commet ses premiers crimes. Le 10 janvier 1969, il est 19h à Nogent-sur-Oise. Françoise Lecron rentre chez elle après sa journée de travail. Elle est l'épouse d'un de ses collègues. Elle ne sait pas qu'un homme l'observe depuis des semaines, qu'il connaît ses habitudes, ses horaires, son chemin exact. 6 coups de carabine 22 longs rifles retentissent dans l'obscurité. Françoise s'effondre. Miraculeusement, elle survit, mais elle n'a pas vu son agresseur. 4 jours plus tard, le 14 janvier, Michèle Louvet, 17 ans, est touchée à l'abdomen sur la voie publique. Elle survit elle aussi. Et elle non plus n'a rien vu. Puis vient le 16 novembre 1969. Suzanne Mérienne, 44 ans, est abattue d'une balle de carabine dans la tempe, chez elle, dans son pavillon. Sa fille Micheline, 19 ans, parvient à s'échapper pour prévenir les voisins. Quand elle revient, sa mère gît dans une mare de sang. Elle mourra à l'hôpital. Micheline a eu le temps d'apercevoir le tueur dans sa fuite. Elle décrit aux enquêteurs un homme grand, brun, jeune, avec des yeux de chat, puissant, impressionnant, et pourtant parfaitement ordinaire. Le portrait robot est établi. L'enquête piétine. Et puis vient Thérèse Adam, la femme qui avait prévu sa propre mort, la femme qu'on n'avait pas écoutée. La presse nationale s'empare de l'affaire. Les journaux dépêchent leurs reporters à Nogent. Le tueur de l'ombre fait la une, car c'est ainsi qu'on le surnomme désormais. Il frappe toujours entre 19 et 21 heures à la nuit tombée, sans jamais être vu. Son mode opératoire est implacable et méthodique. Il épie ses victimes pendant des jours, parfois des semaines, pendant ses jours de congé à l'usine. Il surveille leurs habitudes, leurs horaires, leurs itinéraires. Il attend le moment exact.
Il frappe, il déshabille la victime, il vole son sac à main. Et il disparaît dans l'ombre, comme s'il n'avait jamais existé. La rumeur s'emballe dans toute la région. Les femmes brunes évitent de sortir seules après 18 heures. Certaines se teignent les cheveux en blond. Les voisins se soupçonnent les uns les autres. Des dizaines de dénonciations anonymes inondent la police. Les enquêteurs mobilisent 50 policiers et 250 gendarmes. Ils interrogent des centaines de suspects. Ils ne trouvent rien. Absolument rien. En vain. Le 9 janvier 1970, un homme correspondant au signalement du tueur est retrouvé mort sur une voie ferrée, écrasé par un train. Sa femme l'avait dénoncé à la police comme pouvant correspondre au portrait robot. Il avait été interrogé, puis relâché. Il s'était suicidé en portant les soupçons avec lui. Pour nos gens, pour la presse, pour la police elle-même, le tueur de l'ombre est mort. On souffle. On croit que le cauchemar est terminé. On a tort. Pendant 3 ans, rien, le silence. Et puis, le 6 février 1973, Annick Delille, 29 ans, ouvreuse de cinéma, rentre chez elle à pied dans les rues de Nogent. Un coup de matraque dans la nuque. Une balle de 22 longs rifles dans la nuque. Son corps est retrouvé à demi nu, à quelques pas du centre-ville. Le tueur de l'ombre est de retour. Comme si les 3 années d'absence n'avaient jamais existé. Le 28 mai 1973, sur le parking du cimetière de Laigneville, un couple d'amoureux, Eugène Stéphan, 24 ans, et Morissette Van Ift, 22 ans. Ce soir-là, ils ne savent pas que quelqu'un les observe depuis l'obscurité du cimetière. Eugène est retrouvé dans une mare de sang sur le siège avant. Morissette, quelques mètres plus loin, dans l'herbe. Tous les deux abattus à la carabine 22 longs rifles. Pour la première fois, le tueur s'est attaqué à un couple et à un homme. Et le lieu est différent des précédents. Un parking de cimetière. Ce détail en apparence anodin sera la clé qui mènera finalement à son arrestation. Mais personne ne le sait encore. Le 8 janvier 1974, Josette Routier, 29 ans, employée de banque, vient d'emménager dans un nouveau logement à Nogent. Elle rentre du travail. Elle ne sait pas que le tueur a escaladé les balcons de son immeuble dans la journée, qu'il s'est caché derrière les doubles rideaux de son salon, qu'il l'attend depuis des heures dans le silence absolu de l'appartement vide. Quand elle pousse la porte, il est déjà là. 2 balles de 22 longs rifles. Josette Routier n'a pas eu le temps de crier. Le 26 novembre 1975, Julia Goncalves est abattue à 6 heures du matin alors qu'elle se rend à son travail dans les rues encore sombres de Nogent. Il fait encore nuit. Elle ne verra pas le jour se lever. Le 22 octobre 1976, Françoise Jakubowska, 20 ans, devient la 8e victime, la dernière. En 7 ans, 7 femmes et un homme assassinés, 3 rescapés. Et toujours cet homme dans l'ombre que personne n'arrive à attraper. Une région entière sous la terreur. Un dossier judiciaire qui s'épaissit sans jamais aboutir. C'est un jeune inspecteur de la police judiciaire de Creil, Daniel Neveu, fraîchement promu, qui va changer le cours de l'affaire. Là où ses collègues voient du chaos et de l'incompréhension, lui voit un schéma. Il prend une carte de la région et trace méthodiquement un point pour chaque crime. Et il voit quelque chose que personne n'avait vu avant lui. Tous les meurtres s'inscrivent dans un triangle géographique. Et au centre exact de ce triangle, le cimetière de Nogent-sur-Oise. Neveu réfléchit. Le double meurtre du parking de Laigneville s'est produit sur le parking d'un autre cimetière. Contrairement aux autres crimes, celui-là n'était pas prémédité. Le tueur se trouvait sur les lieux avant l'arrivée du couple. Il était venu au cimetière pour une autre raison. Et il avait frappé par opportunité. Conclusion, cet homme fréquentait les cimetières régulièrement. Peut-être pour une raison très personnelle. Peut-être pour entretenir la tombe d'un proche. Les enquêteurs fouillent le cimetière de Laigneville. Ils découvrent une balle de 22 longs rifles près d'un robinet d'eau dissimulé derrière l'église. Un robinet difficile à trouver, que seuls les habitués connaissaient. Le tueur s'y était entraîné au tir. Neveu croise alors les noms figurant dans les lettres de dénonciation anonymes reçues par la police avec les noms gravés sur les pierres tombales du cimetière de Nogent. Une petite liste en ressort. Et sur cette liste, un nom revient.
Parallèlement, les enquêteurs établissent que les dates des meurtres correspondent exactement au jour de congé de cet homme à l'usine Saint-Gobain où il travaille comme régleur. Chaque crime a eu lieu un jour où il ne travaillait pas. La coïncidence est trop parfaite pour en être une. Par ailleurs, la police avait déjà eu cet homme entre les mains. Sa propre femme l'avait dénoncé au début de l'affaire. Il avait été interrogé et relâché faute de preuves. Le 14 décembre 1976, une perquisition est menée à son domicile de Montaterre. Dans la cave, derrière de vieux meubles, les policiers trouvent une carabine sciée avec silencieux et un poignard de parachutiste. L'expertise balistique est formelle. C'est l'arme qui a tué Julia Gonçalves et Françoise Jakubowska, les deux dernières victimes. Le 15 décembre 1976, alors qu'il rentre chez lui les bras chargés de cadeaux de Noël pour ses enfants, on lui passe les menottes aux poignets. Quand l'inspecteur Neveu le voit pour la première fois en chair et en os, il est frappé par une évidence. Ce solide gaillard d'1,82 m, brun, les yeux froids et vides, correspond trait pour trait au portrait robot établi 7 ans plus tôt par Micheline Mérienne, la fille de sa deuxième victime. Le même visage, les mêmes yeux. En garde à vue, il est d'un calme absolu. Totalement maître de lui. Il nie absolument tout. La carabine, il l'a trouvée derrière une tombe dans un cimetière, bien après les crimes. Il aurait dû la remettre à la police, il l'admet. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il aimait les armes. Neveu lui tend alors un piège. Il convoque Micheline Mérienne derrière une vitre sans teint. Elle doit tenter d'identifier le suspect qui passe dans le couloir. Elle le reconnaît immédiatement. Elle reconnaît ses yeux. Quand Neveu annonce ensuite qu'un témoin l'a formellement reconnu, il lance immédiatement. Comment cette jeune fille peut-elle me reconnaître 6 ans après? Personne ne lui avait dit à quel crime ce témoin était lié. Personne ne lui avait dit que c'était une jeune fille. Il venait de tomber dans le piège. Neveu l'interroge ensuite sur sa mère, sur sa mort en 1968, sur le cancer, sur l'agonie. Il saute sur la table en hurlant. C'est la seule et unique fois en toute sa garde à vue qu'il perdra son calme. La seule fissure dans le mur. Le psychiatre qui l'examine pendant l'instruction rend un verdict qui glace le sang de tous ceux qui le lisent. Il n'est ni psychopathe, ni psychotique. Il ne présente aucun trouble de la personnalité reconnaissable. Il est, selon les propres mots de l'expert, un homme parfaitement banal. Le 25 mai 1981, le palais de justice de Beauvais. La cour d'assises de l'Oise s'ouvre pour le juger de 5 assassinats. Les 3 autres meurtres qui lui sont attribués n'ont pu être retenus faute de preuves balistiques suffisantes. Il entre dans le box des accusés et pose son regard sur la salle bondée. Froid, détaché, comme s'il assistait au procès de quelqu'un d'autre. Quand on lui montre les photographies de ses victimes, son visage ne trahit rien. Pas un frémissement, pas un signe de reconnaissance, pas l'ombre d'un remords. Absolument rien. L'avocat général, Marc Moinard, prononce un réquisitoire de 4h30. Il requiert la peine de mort. Nous sommes en 1981. François Mitterrand vient d'être élu président de la République. Il a promis l'abolition de la peine de mort, qui sera effective en octobre de la même année. La demande est donc symbolique. Mais elle est posée, pour l'histoire, pour les victimes. La plaidoirie de la défense dure 5 heures. Après 6 heures de délibération, le verdict tombe le 10 juin 1981. Réclusion criminelle à perpétuité. Il se pourvoit en cassation. Il est rejugé en novembre 1983 par les assises de l'Oise. Même verdict. Prison à vie, confirmé. Il n'a jamais avoué. Pas un mot. Pas un regret. Pas une larme. Pendant toutes ces années de procédure, de prison, d'appel, il a maintenu la même position. Je ne suis pas le tueur de l'ombre. C'est une épouvantable erreur judiciaire. Il est aujourd'hui le plus ancien détenu de France. Incarcéré depuis décembre 1976 à la prison centrale de Saint-Maur, dans l'Indre, il a plus de 80 ans. Il est bibliothécaire de la prison. Il clame toujours son innocence. Mais cette affaire pose des questions qui résonnent bien au-delà du seul destin de cet homme. Pourquoi Thérèse Adam n'a-t-elle pas été protégée quand elle est venue au commissariat, terrifiée, annoncer sa propre mort aux policiers? Pourquoi a-t-il été relâché après le premier interrogatoire alors que sa propre femme le dénonçait? Pourquoi a-t-il fallu 7 ans, 8 morts,
et le flair d'un seul jeune inspecteur pour l'arrêter. L'affaire du tueur de l'ombre est aussi l'histoire d'une institution dépassée par ses propres limites. D'une époque où les femmes qui signalaient une menace n'étaient pas prises au sérieux, où une femme terrifiée qui vient dire qu'elle va mourir repart avec le conseil de prendre un chien. Thérèse Adam avait regardé les policiers dans les yeux. Elle leur avait dit la vérité. Et personne n'avait rien fait. On lui avait conseillé de prendre un chien. Il n'a jamais expliqué pourquoi. Jamais livré le moindre mobile, la moindre raison, la moindre explication. Les familles des victimes n'ont jamais su. Elles ne sauront probablement jamais. Derrière lui, 8 familles brisées à jamais. Des enfants qui ont grandi sans leur mère. Des maris qui ont retrouvé le corps de leur femme. Des parents qui ont enterré leur enfant. Et une ville entière qui a vécu sous la terreur pendant 7 longues années, qui a changé ses habitudes, qui a eu peur de la nuit, qui a regardé ses voisins avec suspicion. Il a pris tout ça avec lui dans sa cellule, sans jamais rien dire, sans jamais rien expliquer. L'ombre, elle, ne disparaît jamais vraiment. 50 ans après les faits, on peut se poser une dernière question. Une question qui dépasse largement cette affaire et qui touche à quelque chose de fondamental dans la nature humaine. Comment un homme peut-il mener 2 vies aussi radicalement opposées? Comment peut-on être un père aimant le matin et un assassin le soir? Comment peut-on aller à la messe le dimanche, entretenir les tombes de ses proches au cimetière et revenir chez soi après avoir tué? Le psychiatre avait répondu en un seul mot: banal. Banal. C'est peut-être le mot le plus effrayant de toute cette affaire. Pas monstrueux, pas fou, pas malade, banal. Un homme ordinaire, dans une ville ordinaire, qui a fait des choses que l'esprit humain refuse d'associer à l'ordinaire. Et c'est précisément cette banalité qui lui a permis de tuer pendant 7 ans, sans jamais être soupçonné par ses proches. Ses collègues l'appelaient « le grand ». Ses voisins le trouvaient serviable. Sa femme l'avait épousé. Ses enfants l'aimaient. Et pendant tout ce temps, entre 19 et 21 heures, pendant ses jours de congé, il sortait, il attendait dans l'ombre, et il tuait. L'inspecteur Neveu, celui qui l'a arrêté, a confié bien des années plus tard qu'il était convaincu que le coup de téléphone anonyme qui les avait mis sur sa piste en 1976 venait de lui, que c'était lui-même qui les avait guidés vers son arrestation, comme s'il avait voulu être arrêté, comme si la partie était terminée pour lui. Comme s'il avait décidé lui-même quand elle prendrait fin. On ne saura jamais si c'est vrai. On ne saura jamais rien de ce qui se passe derrière ces yeux froids et vides, derrière ce visage qui n'a pas scié quand on lui a montré les photos de ses victimes, derrière ce mur de silence qui tient depuis presque 50 ans. L'ombre ne disparaît jamais vraiment. Il y a une dernière chose que l'on doit dire sur cette affaire. Une chose que l'on oublie souvent quand on parle de serial killer. Quand on s'intéresse à la psychologie du tueur, à la mécanique du crime, à la brillance de l'enquêteur qui a tout résolu. On oublie les victimes. On oublie leurs noms. On oublie ce qu'elles étaient avant de devenir des numéros dans un dossier judiciaire. Thérèse Adam avait 45 ans. Elle vendait des cosmétiques. Elle vivait seule depuis son veuvage. Elle aimait ses voisins. Elle avait peur et elle l'avait dit. Suzanne Mérienne avait 44 ans. Elle était chez elle avec sa fille ce soir-là. Sa fille a survécu. Sa fille a vu ses yeux. Annick Delille avait 29 ans. Elle travaillait comme ouvreuse de cinéma. Elle rentrait à pied. Josette Routier avait 29 ans. Elle venait juste d'emménager. Elle était propriétaire de son appartement depuis quelques semaines seulement. Elle était fière de chez elle. Julia Gonsalves avait 29 ans. Elle allait travailler à l'aube. Françoise Jakubowska avait 20 ans. Elle était la plus jeune, la dernière. Ces femmes méritent d'être nommées. Elles méritent d'être plus que des victimes. Elles méritent d'être plus que les jalons d'une enquête criminelle. Elles méritent qu'on se souvienne qu'elles avaient des vies, des projets, des familles, des matins et des soirs avant ce soir-là. L'ombre les a prises. Mais leurs noms, eux, ne doivent pas disparaître.